Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on va s'attaquer à Dragon Ball. Normalement, quand on évoque ce manga, on pense directement aux combats titanesques, aux attaques surpuissantes, au dépassement de soi, etc. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de tout ça. On va plutôt s'attarder sur l'envers du décor, tout ce qui donne de l'épaisseur et de la profondeur à un univers de fiction. Je prends Dragon Ball comme exemple parmi tant d'autres. Ce qui est important de voir, c'est que même dans un manga d'arts martiaux, il y a des points de cohérence interne à son propre univers qui nous renvoient à des modes de fonctionnement de notre propre monde. Cette vidéo sera développée selon trois axes principaux. Le premier, c'est la démographie et les inégalités de développement de la Terre de Dragon Ball. Le deuxième point s'attardera sur l'organisation sociale de Namek. Et le troisième point sur le système de caste des Saiyans. On va dire quelques mots d'aspect général pour contextualiser l'œuvre. Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama en 1984. D'abord publié dans le Weekly Shonen Jump, un magazine japonais de prépublication, il sera ensuite édité en album. C'est à partir de 1993 que Glénat commence à commercialiser une version française. L'œuvre a depuis connu une multitude de produits dérivés. L'anime, bien sûr, produit par la Toei, mais également de nombreux jeux vidéo, figurines, cartes à collectionner, longs métrages et j'en passe. Aujourd'hui, Dragon Ball continue à étendre son univers avec la série Dragon Ball Super, dont l'anime est toujours produit par la Toei, mais dont le manga est cette fois-ci confié à Toyotaro. Au Japon, il y a actuellement une énorme ferveur autour de Dragon Ball Heroes, encore inédit chez nous en Occident. Ainsi, cette œuvre est depuis bien longtemps inscrite dans la culture populaire, et même ceux qui ne sont pas fans de cet univers connaissent son héros principal. L'histoire commence avec les aventures du petit Sangoku, un enfant à queue de singe élevé dans les montagnes par un expert en arts martiaux, le grand-père Sangohan. Au fil de ses aventures, Goku va grandir, se construire un cercle d'amis et affronter des ennemis de plus en plus puissants. Au départ, petit enfant, il sera à la fin du manga un grand-père aimant, ayant laissé une trace et un héritage indélébile dans l'esprit de ses proches. Nous allons essayer de tirer les éléments pertinents pour comprendre comment fonctionne cet univers. En soi, tout ce qui participe à créer de la cohérence interne à l'œuvre. Passons donc sans plus tarder au premier point. La Terre de Dragon Ball, appelée The World, est géographiquement très semblable à la nôtre, avec des villes cosmopolites, des déserts, des archipels, des montagnes. Elle offre ainsi une grande variété de décors et certains lieux, comme l'île de Kame Sennin ou la Capsule Corporation, sont devenus emblématiques. Elle est composée principalement d'un grand continent central et de deux plus petits, au nord et au sud. De nombreux archipels viennent compléter la surface terrestre. La Terre de Dragon Ball est un État fédéral formé de 43 provinces qui gardent leur autonomie administrative. À leur tête se trouve un roi, un personnage qui ressemble à un chien et qui apparaît plusieurs fois dans l'œuvre. Chaque grande région possède une capitale, généralement une ville riche et densément peuplée, qui propose une multitude de services et qui attire les entreprises. Par exemple, le siège de la Capsule Corporation se trouve dans la capitale de l'Ouest. La Terre est peuplée par des habitants très différents les uns des autres. Nous avons des humains, issus de nombreuses ethnies connues, mais également des animaux anthropomorphes. Malgré ce curieux mélange, il ne semble exister aucune tension particulière entre les habitants de la Terre. Il y a bien sûr de la délinquance et des rivalités, mais elles ne sont jamais le produit de différences culturelles ou physiques. Pour l'auteur, il s'agit plutôt de stigmatiser certains comportements déviants en valorisant des qualités, sens de la justice, honneur, droiture, dépassement de soi, et j'en passe. Nous l'avons brièvement évoqué, mais Akira Toriyama s'inspire de cultures et d'ethnies connues dans notre monde pour donner de la vie à son Dragon World. Dans les régions glacées du Nord, nous pouvons retrouver des personnages qui vivent et sont habillés à la façon des Inuits. À l'ouest, près de la tour Karin par exemple, c'est plutôt la culture amérindienne qui domine. Plus globalement, ce sont surtout les aspects asiatiques qui ressortent, avec la nourriture mais également les costumes, comme par exemple Sangohan enfant qui est habillé selon la dynastie Qing. Le fait de puiser dans un réservoir connu de symboles est très intéressant. Cela donne bien sûr de la profondeur à l'œuvre et permet de l'ancrer dans un mélange de cultures très variées, mais ça valorise également le lecteur, car ses propres connaissances du monde vont lui être utiles pour comprendre pleinement cet univers. Néanmoins, si nous avons dit que tout ce petit monde cohabite tranquillement, il existe quand même des inégalités assez visibles, surtout d'un point de vue économique. Si les grandes villes sont riches et à la pointe de la technologie, les zones plus rurales sont souvent à la traîne. L'exemple le plus marquant est sans doute celui de Nam, un combattant venant d'un village très pauvre et touché par la sécheresse qui participe au 21e Tenkaichi Budokai dans l'espoir d'aider les habitants de sa région en ramenant de l'eau. Quand il apprend qu'en ville, l'eau est gratuite pour tout le monde, il peine à en croire ses yeux. Cette histoire est relativement forte et porteuse de sens car elle est une sorte de reflet à des problèmes qui existent aussi dans notre monde. Il y a donc un profond clivage entre les villes symboles de développement et de prospérité et les campagnes plus sauvages et moins développées. Si ces dernières donnent l'impression d'être restées bloquées à un âge très ancien, avec par exemple la présence de nombreux animaux préhistoriques et l'architecture des maisons plutôt traditionnelle, les grandes villes quant à elles sont clairement inspirées des univers de science-fiction.
de par la forme et les couleurs des immeubles et des maisons, ovoïdes, rondes et blanches, ainsi que par les inventions technologiques très avancées, les fameuses capsules, les voitures volantes, etc. Ce grand melting pot d'inspiration offre donc une vision très universaliste, et même si plusieurs époques semblent cohabiter au sein d'un même monde, le tout reste parfaitement cohérent, car les références sont à chaque fois bien maîtrisées et ne posent pas de problème dans le développement du scénario de base. Mais dans l'univers de Dragon Ball, il n'y a pas que la Terre. D'autres planètes et sociétés, plus ou moins détaillées, existent et participent au background de l'œuvre. Grâce à cette magnifique transition, passons donc au deuxième point, à savoir la société du peuple Namek. Cette planète apparaît lors du deuxième arc narratif de Dragon Ball Z et est très différente de la Terre. À la tête de Namek se trouve le grand chef, un ancien très sage et respecté, qui délègue son autorité à plusieurs chefs, dont le devoir est de gouverner les différents villages. Tous les Namek, librement inspirés des limaces et des escargots, sont les enfants du grand chef. À sa mort, il désigne lui-même son successeur, à savoir le chef le plus ancien et respecté. La société Namek est donc très hiérarchique et différenciée, et où le pouvoir, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, est plutôt de type traditionnel. Leur population est composée de deux castes, les combattants et la famille du dragon. Les premiers, plus forts, sont chargés de la protection de la planète. Ceux qui font partie de la famille du dragon sont quant à eux plus faibles, mais possèdent des pouvoirs magiques notamment liés aux fameuses Dragon Ball. Les Namek vivent plutôt modestement et proches de la nature où ils possèdent d'immenses champs agricoles. Ainsi, l'image que nous renvoie cette société est plutôt celle d'une tribu traditionnelle différenciée qui s'est sédentarisée au fil du temps. Pour finir, évoquons brièvement le cas du peuple Saiyan. Les Saiyans sont une race humanoïde de combattants qui disposent dès leur naissance d'une queue de singe qui, couplée à un certain type d'onde, leur permettent de se transformer en gorilles géants. Son Goku et Vegeta, deux personnages principaux de l'œuvre, sont issus de cette race. Inspiré du mythe du loup-garou, cette transformation donne un aspect assez proche du célèbre King Kong. Les Saiyans sont divisés en plusieurs castes dès leur naissance par rapport à leur potentiel de combat. Cette division permet de trier les futurs combattants et ainsi de leur donner des missions qui correspondent à leur force de combat. Son Goku, qui était très faible à sa naissance, a été envoyé sur Terre car les habitants de cette planète sont relativement peu puissants. À la tête du peuple Saiyan se trouve un roi qui donne son nom à la planète principale sur laquelle ils habitent. Dans la fanfiction Dragon Ball Multiverse, les auteurs émettent l'hypothèse que n'importe quel Saiyan peut devenir roi s'il provoque en duel le roi en place et remporte le combat. Cette idée, qui n'est pas présente dans l'œuvre originale, est cependant très intéressante et correspond parfaitement à l'image que nous avons de ce peuple. Ainsi, pour résumer, les Saiyans originaux s'apparentent à un peuple barbare qui vit dans une monarchie où la fierté et la puissance structurent les relations sociales. L'univers de Dragon Ball est très vaste et ultra référencé. Nous n'avons ici fait qu'effleurer la surface de tout ce qu'il y a à dire sur cette œuvre. J'aurais pu notamment m'étendre plus longuement sur le devenir du peuple Saiyan, ou de parler du matériau de base qui a inspiré Akira Toriyama, à savoir le voyage en Occident. De plus, vous l'aurez sans doute remarqué, mais je n'ai pas du tout abordé le cas des différentes divinités qui peuplent le monde de Dragon Ball, pour la simple et bonne raison que cet aspect continue à être intensément développé dans Dragon Ball Super, et qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas encore tous les tenants et aboutissants. Vous l'aurez compris, il y aura sans doute une deuxième vidéo qui viendra compléter celle-ci. Néanmoins, j'espère sincèrement que ces quelques points vous ont permis de voir comment on donne de la profondeur et de l'épaisseur à un univers de fiction. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, ciao!